Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Nous allons continuer donc cette journée de travail maintenant avec la conférence de Monsieur Tauboul. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Monsieur Bernard Tauboul est psychanalyste à Paris et il est analyste membre de l'école des forums du champ lacanien. Donc, comme j'avais expliqué, il a eu la gentillesse de nous soutenir l'année passée dans notre travail d'élaboration et continue encore, persiste et signe cette année. Le thème de cette année, nous suivons donc le thème des cas d'urgence. Et M. Tauboul va plus particulièrement nous parler de l'urgence de la vie, ce qui est fortement d'actualité. Alors au niveau pratique, sachez que la conférence est enregistrée et qu'il vous sera loisible de la suivre et de la resuivre de nouveau et de transférer donc le lien, je suppose, par YouTube. On vous communiquera donc ces renseignements par la suite. Voilà. Je propose donc que M. Tauboul fasse sa conférence et puis nous aurons un moment de discussion tous ensemble. Je vous en prie, monsieur. Merci Caroline et merci à tout le Forum du Brabant pour cette invitation à travailler ensemble, dont vous savez les uns les unes et les autres que ça m'est très agréable et très intéressant depuis que nous avons commencé l'an dernier. Donc j'avais trouvé comme titre l'urgence de la vie. C'est un signifiant freudien que l'on trouve dès l'essai d'une psychologie, le célèbre texte préanalytique de 1895. On sait que le schème théorique de cet essai est celui d'un système nerveux exposé à l'afflux de quantités d'énergie d'origine extérieure à lui et qui fonctionne comme ce qu'on appelle l'excitation. La question étant, pour Freud, à l'époque, de ce que deviennent ces flux à l'intérieur du système. Sans entrer dans les détails de tout cet essai complexe et difficile à lire, disons que l'essentiel pour nous aujourd'hui est que la loi physique est d'évacuer du système l'énergie qui y parvient. Freud applique ainsi les principes de la physique de son époque, la thermodynamique, n'est-ce pas? L'important est qu'il distingue du système initial qui évacue toute excitation un second système qui contredit la loi en retenant une partie de l'énergie qui devient alors, entre guillemets, c'est son terme, le terme reçu, excitation interne. Ce sont ce qu'il appelle les grands besoins de respiration, d'alimentation et de sexualité qui forment précisément l'urgence de la vie. Voilà d'où part Freud en 1895. Ce second système utilisera l'énergie non évacuée pour trouver précisément la ressource de répondre aux besoins. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est là la première définition du psychique chez Freud. C'est pourquoi ce second système de réponse aux besoins s'appelle le système psy dans son essai. Ce schème général restera sous-jacent malgré des transformations considérables dans le développement de la théorie analytique. Freud en gardera la thèse de ce qu'il appellera toujours le facteur quantitatif, fondamental pour lui à l'origine de la pulsion. Nous allons y venir. Au préalable, rappelons que Lacan
enseigne d'emblée, son séminaire, ses écrits, à différencier le besoin de la demande et du désir. Le besoin du côté de l'organique, la demande et le désir topologiquement cernés dans le tor qui figure le champ psychique. Du même pas, il fait la critique de l'appareil psychique conçu sur le modèle du système nerveux de l'essai de 1895 que reprenait le chapitre 7 de l'interprétation du rêve, comme vous le savez sans doute. Lacan oppose à l'appareil ayant un intérieur la bande de Mébius, sans envers ni endroit, sans intérieur ni extérieur. L'inconscient s'y révèle surface d'inscription des signifiants de l'autre et le désir se décale de la demande lorsque se cerne l'objet petit a comme cause du désir et non plus comme objet du désir de l'autre. Voilà pour ce rappel d'une première distinction lacanienne par rapport au modèle freudien initial. Mais Freud a mené dans les 20 années suivantes, 1895-1915, de puissants développements de la psychanalyse par la double élaboration de la pulsion et du refoulement, élaboration qui va nous faire un pas de plus dans notre questionnement sur l'urgence. Le texte de 1915 sur le refoulement formule que les formations de l'inconscient et les névroses se constituent en défense contre la pulsion. C'est bien connu. Or, dans les premières pages de cet écrit, Freud commence par faire cette remarque qu'il y a des états de fait où le refoulement n'est pas possible. La faim en est l'exemple type. Il y a urgence de survivre. On tient là, avec l'urgence vitale, en quelque sorte un modèle de l'urgence. On se demandera donc si, hors de la question de la survie, ce modèle s'applique, autrement dit, pour ce qui concerne la pulsion sexuelle. Se dessine donc, me semble-t-il, une double problématique de la question de l'urgence. Il y a le versant de l'urgence vitale, avec ce constat d'un impossible à refouler, qui est une rencontre du réel d'une première sorte. Et il y a le versant de la pulsion sexuelle, contre laquelle s'érigent des défenses, dont le refoulement est en 1915 le paradigme, d'où la question, y a-t-il de ce côté, du côté pulsionnel, une rencontre du réel et de quel type? À propos de la pulsion sexuelle, Freud reste fidèle à ses positions de départ. L'excitation interne, celle qui constitue le psychique proprement dit, est une force à laquelle on ne peut pas répondre par la fuite, comme il en serait si la menace était une menace extérieure. Elle constitue, cette excitation interne sexuelle, une exigence, dit Freud. C'est un terme important. En allemand, Triebanspruch, traduite parfois par revendication pulsionnelle. Mais cette exigence elle-même constitue une seconde forme d'urgence, non pas vitale, mais sexuelle. Elle tente à exiger satisfaction
et cette tension donne à la vie des névrosés ses allures d'urgence. Là se trouve peut-être un aspect de ce qu'a voulu dire Lacan en parlant des cas d'urgence auxquels l'analyste se trouve quotidiennement confronté. C'est même de ce que la pulsion est refoulée que la vie du névrosé a ce style d'urgence. Et là, nous faisons encore un pas de plus avec Freud, car il en désigne la raison, par sa remarque capitale que ce qui est refoulé continue à agir dans les dessous, comme le traduit Lacan. En effet, dans le chapitre 2 d'Inhibition, symptômes et angoisse, le symptôme est défini comme satisfaction substitutive. Substitutive d'une satisfaction qui n'a pas eu lieu, dit infidèlement la traduction française pour Unterbliebene, comme dit l'allemand, ce qui signifie littéralement ce que dit Lacan, qui est resté par les dessous. C'est le statut paradoxal du symptôme, que d'être jouissance substitutive et donc de faire signe de ce qui est refoulé, de ce qui est dans les dessous, mais instamment actif. Tel est en dernière instance ce qui nous pousse et fait urgence au sein de la vie de symptômes d'une névrose. Une jouissance refoulée y est inconsciemment au travail. De là l'attention de cette jouissance qui urge. Freud en tirera la leçon au fur et à mesure de la place qu'il fera à la répétition. De la répétition, il fait la découverte dès les essais sur la théorie sexuelle de 1905. Et il lui donne à partir de 1920, c'est-à-dire à partir de l'au-delà du principe de plaisir, le relief d'une puissance qu'il nomme démoniaque. Nous en venons là à ce qui fait le fond de l'exigence pulsionnelle et de son allure implacable. Ce n'est pas par hasard s'il vient à Freud de parler du pulsionnel en termes de destin. Vous vous souvenez de son texte de 1915, Pulsion et destin de pulsion. Il désigne ainsi les formes symboliques et imaginaires dans lesquelles se coule et se perpétue une vie sexuelle. Destin veut alors dire devenir ou avatar fantasmatique, par quoi se structure le pulsionnel. C'est la fameuse grammaire de la pulsion. Comme par exemple maltraiter, être maltraité, se faire maltraiter. Mais destin est plus qu'une métaphore dans cette idée de Freud. C'est une thèse selon laquelle, de cette organisation fantasmatique, toute une vie se trouve contrainte. Et c'est précisément ce qu'a établi la théorie sexuelle de 1905. Je cite les 2 dernières pages de cet ouvrage bien connu, les essais sur la théorie sexuelle, où est avancé le concept clé d'une fixation. Fixation, dit Freud, aux premières impressions de la vie sexuelle. Cette fixation a la force d'une capture. Le texte français dit qu'elle produit une adhérence. Le mot est faible. L'allemand dit plus nettement
qu'il s'agit d'une accroche dont on serait comme prisonnier, ou comme on dit dans le vocabulaire d'aujourd'hui, quand on est accro. Freud en conclut que cette fixation a, je cite, un impact assez profond pour conduire à une répétition sous contrainte pour la durée entière de l'existence. À partir de cette conclusion forte des essais sur la théorie sexuelle, Freud reviendra au concept de fixation dans tous les moments essentiels de la théorie de l'inconscient. Je citerai seulement 2 de ces moments, il y en aurait d'autres. D'abord, la partie théorique du Schreber, où est affirmé que la fixation est le temps 1 du refoulement. Formule frappante, qui veut dire que la fixation est nommément ce qu'il s'agit de refouler. Et je citerai aussi la 18e conférence d'introduction à la psychanalyse, avec son titre notoire, La fixation au trauma, point, l'inconscient. Ainsi s'énonce, dans ce titre et dans cette conférence, entre autres, la synthèse de la découverte. Le trauma des expériences sexuelles infantiles produit la fixation, à quoi l'inconscient fait retour indéfiniment selon la contrainte de répétition. Lacan et Freud n'ont cessé de cibler ces expériences initiales de jouissance et leurs frappes psychiques. Rappelez-vous le texte de tout à l'heure, Freud parle d'impression, d'impact, une frappe. C'est ce que nous appelons l'un de jouissance et son procès de significantisation. Je dirais que la fixation constitue le réel du sexe. Réponse à cette question de tout à l'heure, y a-t-il un réel auquel la pulsion sexuelle fasse référence? La fixation comme réel du sexe soutient l'objet pulsionnel et sa sélection, le dit objet petit a. Voilà le fondement de l'exigence pulsionnelle. L'urgence qu'elle suscite s'impose sous la contrainte de la répétition. L'objet petit a est au fond l'issue que trouve le sujet de l'inconscient chaque fois que s'avère l'absence possible de l'autre. On pourrait écrire cela grand A barré, flèche petit a. Nous sommes là dans la stricte logique de Freud, pour qui l'émergence de la vie se dégage sur fond de détresse primaire lorsque le secours de l'autre risque de ne pas advenir. Retenons ce terme de risque, j'y reviendrai tout à l'heure. Lacan nommait cet état de détresse primaire le sans-secours. La fonction de l'autre comme lieu du trésor des signifiants s'offre au sujet comme voie de symbolisation face à la situation initiale de jouissance et de détresse. L'autre consiste alors pour que l'inconscient soit structuré comme un langage, selon la formule canonique désormais. Réponse à la détresse où le secours de l'autre manquerait et constitution de l'objet, d'où le titre du séminaire de 1968-1969, de l'autre avec un grand A,
à l'autre avec un petit a désignant l'objet. Or, la consistance de l'autre est remise en question à la fois dans la cure analytique et dans l'état contemporain de la civilisation. C'est pour la psychanalyse un problème complexe qui met le psychanalyse tout d'abord et essentiellement devant ses responsabilités de direction de la cure où interfère la situation du monde actuel. Dans l'analyse, un jeu subtil dévoile et déconcerte les défenses, mais en prenant garde au surgissement du réel. Reviviscence du trauma, du ravage, etc. Une sorte de veille est requise face aux angoisses et au passage à l'acte qu'induisent ces surgissements du réel. Or, dans la mesure même et dans le temps où cèdent les défenses pathogènes, un double mouvement s'opère dans la cure. D'une part, le réel auquel ces défenses faisaient écran tend à faire surface, ce peut être de façon effractive, selon l'histoire singulière de chacun ou de chacune avec le trauma. Il y a là un état d'urgence éventuel auquel l'analyste a à répondre pour que puisse se réinstaurer dans la cure la tension de désir. Une place à tenir, donc. Mais simultanément à la chute des défenses, se déconstitue le statut de l'autre. Et à ce moment-là, on pourrait écrire cela maintenant, grand A barré sur grand A, d'où petit a, flèche petit a. Je livre ces remarques sur la cure et sur la déconstitution de l'autre ou sa consistance, et sur le statut de l'objet par rapport à cela, à notre discussion si vous le voulez. Car je voudrais terminer sur la répétition et la question de la mort. De la répétition, Freud avait cerné l'insistance avec celle du trauma dans la vie sexuelle. Puis il a fallu la guerre de 14 pour que la répétition prenne toute sa radicalité, si l'on peut dire, celle d'un au-delà du principe de plaisir. Lacan ponctue cela en y relevant le concept de la jouissance, comme il le dit dans le séminaire 11 à la page 167, je cite, qu'il y a une jouissance au-delà du principe de plaisir. En considérant les choses aujourd'hui, je dirais que tout se passe comme si la psychanalyse, comme Freud en 14-18, redécouvrait périodiquement l'instance du réel en temps de catastrophe. Ce réel que le sujet se satisfait de libidinaliser pendant les périodes calmes. L'aptitude à se débrouiller du trauma de la langue est bousculée par les crises socio-historiques. L'urgence de répondre à l'exigence pulsionnelle le cède à l'urgence de survivre. Cela donne lieu à des flux imaginaires dont la récente pandémie a inondé les médias en tout genre. Avec ce qu'il avait établi quant au trauma, Freud ne versait pas dans l'imaginaire de la castration, avec ses délires potentiels. Il était en mesure de réintégrer les névroses traumatiques dans le cadre théorique général des névroses. Ainsi, écrit-il
dans son introduction aux actes du congrès, du 5e congrès, je crois, de 1919 international de psychanalyse sur les névroses de guerre, il conclut son introduction en disant que tout refoulement à la base d'une névrose peut être considéré, je cite, comme une névrose traumatique élémentaire. Tout refoulement. Aussi bien la psychanalyse lacanienne ne prend-elle pas les vérités subjectives pour la saisie du réel. Dans ce texte, où il parle des cas d'urgence, Lacan indique qu'une analyse va jusqu'au point de mettre un terme, c'est son mot, au mirage de la vérité. La voie qu'il trace est, vous le savez, celle de la passe, avoir déconstitué les mensonges de la vérité et en faire le récit. Mais au-delà de se déprendre des mirages et de réintégrer le trauma dans les processus névrotiques et le tout venant de l'inconscient, Freud, à l'époque de la Première Guerre mondiale, fait preuve d'un certain mépris pour la mort, dont il semble que notre époque a perdu le goût. Dans son écrit de 1915, Considérations actuelles sur la guerre et la mort, il rappelle d'abord la devise de la Hanse, qui était à la Renaissance la guilde des grands ports de la mer du Nord, navigare necesse est, vivere non necesse. Il est nécessaire de naviguer, vivre n'est pas nécessaire. Puis, dans la seconde partie, sous le titre « Notre relation à la mort », il affirme le peu d'intérêt d'un monde sans risque. Je vous disais tout à l'heure que nous reviendrions à l'idée de risque. Où l'acte sexuel est devenu sans conséquence et aussi fade, dit-il, qu'un flirt américain. Ce monde des peuples alors en guerre, qu'il décrit repliés sur eux-mêmes, dans la haine de l'étranger et dans le deuil irréparable, c'est l'objet de cette deuxième partie. Deuil irréparable à un double titre, où se mêle la perte des proches du fait de la guerre, mais aussi la chute des valeurs bourgeoises dont cette guerre a sonné le glas. À ce monde qui est sans doute le nôtre, le courage des époques préalables est, semble nous dire Freud, devenu impensable. Le fondateur de la psychanalyse se sentait sans doute plus proche des anciens marins de la Hanse, lui dont l'audace le portait à explorer le continent inconscient et à descendre aux enfers selon l'épigraphe de l'interprétation du rêve. Donc pour finir, pour conclure, je ferai l'hypothèse que la mode existentialiste de l'être pour la mort, qui s'est installée après la Seconde Guerre mondiale et à partir de la philosophie allemande, a occupé les esprits. Lacan en a repris pendant tout un temps la formule. Et puis il s'en est défait progressivement. Il me semble que l'existentialisme de l'être pour la mort, c'est quasiment une urgence que nous font les rigueurs de notre époque que de nous en distancier. Voilà.
Coralie, oui. Oui, Coralie. Tu ouvres ton micro, s'il te plaît, parce qu'on ne t'entend pas, Coralie. Merci, Monsieur Teboul. Merci, Monsieur Teboul. Oui. Est-ce que je peux poser une petite question? Vas-y, Claire. Puis je poserai la mienne. Vas-y, Claire. Elle est toute simple. C'est juste si Monsieur Teboul pouvait m'éclairer un tout petit peu sur sa toute dernière formule. Laquelle, madame? C'est une urgence de nous en distancier. De nous distancier de la philosophie de l'être pour la mort. Oui. Philosophie dont vous savez, je pense, qu'elle a été la trouvaille de Martin Heidegger dans les années 25-30 du XXe siècle, et qu'elle est devenue, au fond, un petit peu le terme de référence de l'existentialisme de Sartre, et dont l'influence idéologique, je crois, sur la seconde moitié du XXe siècle a été très grande, aussi bien dans le nouveau roman que dans le réalisme, cinéma réaliste italien, que dans bien des positions sur l'absurdité de la vie et du sujet dans un monde où il se perd. Je pense que cette philosophie-là, dont j'ai essayé à la fin rapidement de montrer qu'elle était assez étrangère à Freud, qui lui a réagi autrement à la guerre de 14, me semble avoir été relativement dominante et ne pas nous armer devant les surgissements du réel, mais nous replier devant une sorte de subjectivité dépressive, qui n'est pas du tout du style de Freud. Et je crois pas du tout du style de Lacan, qui a subi l'influence de l'existentialisme tout un temps et qui s'en est dépris pas à pas de façon méticuleuse et systématique. Mais on ne se déprend pas si facilement que ça de l'existentialisme et de la pensée de Heidegger. Mais il y est, à mon avis, parvenu tout particulièrement, c'est ce qu'à un moment j'ai essayé de glisser dans ce rapide exposé, lorsque il a lu, je citais le séminaire 11 à ce propos, il a lu l'au-delà du principe de plaisir, non plus comme il le faisait seulement dans le séminaire 2, comme la prise du langage sur le corps, mortification signifiante, mais il l'a lu comme la répétition au-delà du principe de plaisir, nous devons la comprendre en termes de jouissance. Là, je pense que Lacan se décale nettement d'une philosophie de la mort. Mais ce serait tout un débat. Il me semble, si je me suis permis de dire, d'orienter l'exposé d'aujourd'hui là-dessus, c'est qu'il me semble que c'est précisément dans les moments où le réel catastrophique fait son entrée sur la scène socio-historique qu'il est important de repréciser ces questions parce qu'il y va d'une éthique. Oui, et dans le séminaire L'Angoisse qu'on a lu ce matin, Lacan fait référence à l'existentialisme et en particulier avec les camps de concentration. Et il accuse, sans le nommer, Albert Camus de ne pas vouloir avoir vu quelque chose dans les camps de concentration. Donc il y a l'effet réel de ce qu'on éjecte aussi à être sur la pente existentialiste. Enfin, c'est quelque chose que j'ai lu récemment là, dans le cadre de ce travail, donc je voulais y faire référence parce que je sais que vous aussi, vous avez lu ces pages-là. C'est une éthique derrière, oui. Mais tout à fait. Alors, oui, c'est vrai quand on lit, je pense, les premiers séminaires de Lacan, je pense dans le séminaire 5 ouvre notamment sous l'être pour la mort et la mort qui donne sens à l'existence. On se consacre en fonction de ça. Alors moi, ce que je voulais quand même vous poser comme question, alors il y a peut-être certainement le fait que la communauté aussi analytique, bon an, mal an, ait été baignée historiquement par tout ce discours-là. Est-ce qu'il s'agit d'un
on en revient un peu à la question sur la mélancolie. Est-ce qu'il s'agit d'un pessimisme distursif ou bien est-ce que ce serait rejoint un masochisme structurel quelque part? Je pousse le bouchon. Hein. On sait que quand les gens souffrent, il y a plus, les gens sont plus attirés par le malheur que par le bonheur des autres. Donc, il y a ça. Et alors, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, comme si la psychanalyse redécouvrait l'instance du réel en temps de catastrophe. Est-ce que ça veut dire que jusqu'à est-ce qu'il y a une tendance, quelle est la fonction de réveil dans la psychanalyse? On en parle, c'est des textes qu'on a beaucoup travaillé. Est-ce que travailler, entre guillemets, sur le réveil en psychanalyse n'est-il pas un moyen de s'endormir, si je puis dire? Mais d'abord, je voulais vraiment vous poser la question sur est-ce qu'il y aurait un masochisme qui court chez tout le monde ou pas? Est-ce que, voilà. Parce que je me souviens, et je terminerai sur ça, lors de journées, il y a eu, on avait beaucoup discouru, et Colette Solaire nous avait, comment dire, coupé le sifflet en disant, et si simplement, c'était là, je ne développerai pas, c'était sur un cas clinique, et si simplement, on ne pourrait pas parler de l'amour de la vie. Et ça s'était tombé, excusez-moi, très à plat, au point tel que ça avait fait, entre guillemets, un peu scandale, parce que la plupart des gens trouvaient la formulation à la fois très laconique et tellement laconique que ça en devenait trop simple. Vous savez bien que je suis plutôt de ce côté-là. Oui, 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 j'ai bien compris. Je vous pousse. Je ne parle pas de Colette Solaire, je parle de la formule que vous dites qu'elle a employée. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses dans vos questions. Oui, Lacan parle à certains moments, il n'y insiste pas trop, hein, comme du réel comme jouissance de la vie. Ça lui arrive de dire ça. Il ne présente pas toujours ces aspects-là, le réel. Hein. Mais disons que sur la question le masochisme est un problème majeur du dernier Freud, puisqu'au fond, il réécrit sa théorie pulsionnelle à partir du masochisme, puisqu'il découvre un masochisme primaire. Le masochisme primaire, ce n'est pas avoir souffrir les autres, ce n'est pas même pas se faire souffrir soi-même, c'est quasiment jouir d'un sadisme contre soi-même qui serait initial. C'est une jouissance d'un tout autre ordre que ce que vous appelez le pessimisme idéologique, je ne sais plus comment vous avez dit. Oui, distursif. Mais est-ce qu'il y aurait une tendance à passer de ce pessimisme, entre guillemets, soft, comme s'il y avait un retour du bâton du masochisme? Vous vous souvenez du texte de Freud de 24 sur le masochisme? C'est plus ou moins en tête, oui. Il distingue du masochisme comme perversion dans les pratiques SM, comme on dit maintenant, et du masochisme qu'il appelle moral, culpabilisation obsessionnelle, etc. Le masochisme érogène. Je crois que vos histoires de pessimisme, c'est plutôt du côté du masochisme moral. Vous voyez, de ce goût symptomatique de la névrose, de se torturer, entre autres en se culpabilisant. Tandis que le masochisme érogène, c'est d'une toute autre dimension. C'est au fond l'étape pulsionnelle primaire en deçà des autres destins de pulsion. Donc là, il s'agit d'une disposition à la jouissance complètement première. C'est pour ça qu'il l'appelle à la fois masochisme primaire, ou masochismus, ou masochisme érogène, désignant bien qu'il met le doigt sur la dimension de la jouissance. Alors, y a-t-il un amour de la vie malgré le masochisme érogène? Je crois sans doute, mais là, alors pour le coup, c'est une question d'éthique. C'est une question de soutenir son désir par rapport à la jouissance. Ce qui est aussi quand même le procès d'une cure. Hein.
Excusez-moi, j'ai une question, mais toute simple, juste par rapport à ce que vous venez de dire, soutenir son désir par rapport à la jouissance. Ah, excusez-moi, mais alors là, j'ai un truc blanc, un texte qui... France a partagé quelque chose. Aïe, Lucille, aïe, 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 aïe. le texte de Oui, oui, Lucille, c'est... Écoute, Lucille. France, tu peux interrompre ce que tu es en train de faire. Ah là là, j'avais autorisé le partage d'écran. Moi, je ne vois plus les photos. Non, non, je sais, Oui, oui, Yann. Voilà, c'est parti. Super. Alors, excusez-moi, Zéra, est-ce que vous pouvez reprendre? Oui, en fait, je reprenais juste votre phrase soutenir son désir par rapport à la jouissance. Si vous voulez bien un peu plus en dire, par Oui, rapport justement. vous le savez aussi bien que moi, ça. Il s'agit disons, régulièrement et systématiquement dans le travail euh, de faire halte à la jouissance pour laisser un petit peu de place au désir. Mhm. Quelles que soient, tout particulièrement les jouissances qui consisteraient à s'auto-torturer, comme le masochisme primaire le laisse entendre, ou le masochisme moral le réalise. Il est clair que dans une analyse, on fait halte à certaines jouissances mortifères, ou du moins on essaye, lorsque l'analysant ou l'analysante veut bien y participer. Mhm. Et excusez-moi encore, en reprenant ce que vous avez dit un peu plus haut, ce joint de la jouissance avec la répétition, donc, et comme vous dites aussi que c'est le résultat d'une cure en fin de compte, cette résolution, pas résolution, mais bon, que le désir puisse... Ce n'est pas le résultat, c'est le procès quasiment régulier et répétitif d'une cure. Oui. À la fin de la cure. C'est Oui. en permanence que nous sommes aux prises avec des jouissances auxquelles il s'agit parfois de mettre un coup d'arrêt de telle sorte que le désir reprenne ses droits. C'est ça. Et donc un coup d'arrêt a quand même quelque chose, enfin à la répétition. Voilà. C'est ça que je posais comme C'est possible, oui. Oui. question. Clair que le travail d'une analyse a une partie liée extrêmement complexe avec la répétition, puisqu'on donne cours en ouvrant à une personne la possibilité de sa parole, à ce que cet analysant ou analysante répète ce qui lui est arrivé, ce qu'il ou elle a pensé, etc. Donc, l'analyse donne cours à la répétition, à telle enseigne que nos analysants et analysantes disent non, je suis encore en train de répéter ceci ou cela, à quoi ça sert, etc. Classiquement, l'analyse est un lieu où la répétition s'empare du théâtre de la cure. Simultanément, tous nos efforts d'intervention, d'interprétation, nos efforts, j'entends ceux de l'analyste et de l'analysant, vont dans le sens d'apporter un certain suspens à ce que les répétitions jouissantes ont de plus destructeur, de moins plus répétitif précisément. D'accord, merci. Je voulais je veux vraiment vous remercier pour votre conférence. Attendez, ici mon micro est allumé. Je veux vraiment vous remercier pour votre conférence qui est extrêmement déjà bien construite, mais elle est percutante au niveau de l'avenir de la psychanalyse. Je trouve que, parce que ça fait ça fait quelques années, ça fait tous ces mois qu'on entend cette question de... Enfin, il y a tout qui se... Oh là là, mon Dieu, je suis en plein dans mes difficultés habituelles. Ce que je note, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui, avec votre exposé, viennent donner des ouvertures pour avoir des réponses.
j'essaie de serrer un peu les éléments. D'abord, la phrase qui me vient, c'est qu'il est urgemment nécessaire pour la survie de la psychanalyse, de la conclusion de votre exposé, qu'il faut interpréter le transfert sans le nom du père, hein, avec les fixations de l'inconscient réel, avec les fixations sur la langue qui donnent de l'assise à un sujet pour voilà, être dans la parole, avoir un désir qui l'anime, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que vous mettez en sourdine la sexualité, en fait, en disant qu'il y a une prédominance d'un lien à la vie qui est plus ancestral, c'est le mot qui me vient, que la fixation, pour reprendre le terme de Freud, que la fixation sexuelle, qui est une fixation qui pourrait être plus à la racine. Et pour moi, j'ai toujours considéré le sexuel dans le discours de la société qui met le phallus qui met le phallus au centre du discours, du maître, et le discours analytique est l'envers du discours du maître. Donc, si on rentre dans une logique d'accent mis sur le nom du père qui viendrait lui donner Enfin, si on connecte trop ce discours analytique avec le nom du père, on perd la racine des éléments de jouissance qu'il y a dans le langage qui, elles, ne sont pas nécessairement articulés au nom du père. Et c'est cette jouissance-là de la vie qui est dans des fixations. Ça me fait question. Enfin voilà, c'est des éléments que j'essaie d'articuler. J'avoue que ça me fait vraiment question, parce que vous l'avez dit au début, vous l'avez repris de Freud. En fait, vous vous appuyez sur Freud là-dessus. Et c'est où vous... Respiration, alimentation et sexualité. Il les met comme au même niveau. Donc là... C'est que Breuer, dans les textes d'introduction aux essais sur l'hystérie, il y a un texte qui est signé de Breuer tout seul, où il dit je reprends la notion des grands besoins de Freud, respiration et alimentation. Il n'y a pas la sexualité pour Breuer. Et alors là, au fond, votre question vient, mais je vous ai interrompu. Oui, mais oui, mais je ne sais pas en dire plus, c'est ça le problème. Je ne sais pas en dire plus maintenant, mais je vois vraiment des pistes de travail. Alors, la fixation n'est pas... Pardon, vous continuez, Lucille. Non. La fixation n'est pas hors sexualité, au contraire. Elle est l'articulation, au fond, d'un moment d'accès à la sexualité et d'un moment où la répétition s'en saisit de façon radicale et permanente, pour toute une vie, dit le texte de Freud. Donc nous avons cette tension dès le point de réel du sexe. On a la tension d'un accès au sexuel et simultanément de sa répétition de telle sorte que c'est l'élément traumatique qui prend le dessus. L'élément de fixation est une fixation au trauma. Il permet de dégager une sorte de point focal du sexuel qui ensuite se reproduit dans l'objet, le fantasme, indéfiniment, mais constitue au fond le point focal de la sexualité d'un sujet spécifique. Mais simultanément, ce point focal est l'objet de la répétition, c'est-à-dire de quelque chose qui remet le sujet en confrontation avec l'expérience effractive initiale. C'est ça le double aspect de la fixation. Ouais.
Et dans le cas... Pardon. Oui, allez-y. Non, oui, j'entends bien et j'entends bien. Et c'est ça que j'ai... Dans le cas de Joyce, est-ce qu'il y a la même chose? Parce que le cas de Joyce, si on reprend le texte de Colette Solaire, c'est avec ça que j'essaie de comprendre les choses. Oui, mais là, vous déplacez la question sur la question de l'anti-Oedipe, du non-oedipien. Là, il s'agit de parler du pulsionnel. Dans le cas de Joyce, on a une production signifiante au-delà de l'Oedipe. Nous ne parlons pas simplement de la production signifiante et littéraire, nous parlons du fonctionnement même du sexuel et de l'articulation du sexuel au réel. Alors l'articulation du sexuel au réel n'en passe que secondairement par l'Oedipe, dans les historisations avec un Y, dans la constitution imaginaire de la vie du sujet et la construction de ses mythes. Mais fondamentalement, l'articulation du sexuel au réel est non pas au-delà, mais en deçà de l'Oedipe. Il s'agit d'un moment initial où s'articulent réel et sexuel, et où ensuite, en quelque sorte, la répétition fait son œuvre pour que ça construise une vie. Oui, et c'est le principe même de la découverte de l'inconscience. C'est ce que Lacan dit dans la conférence de Genève, où il dit que Freud l'a découvert de ça, de ce que certains, je ne sais plus les termes exacts, de ce que certains êtres découvrent par l'émergence de l'érection. Par exemple. Que c'est ça, la découverte de l'inconscient est fixée là-dessus. Et c'est sa racine même. Ouais. Le petit Hans n'étant qu'un exemple, combien d'analysantes nous ont parlé de leur première satisfaction masturbatoire infantile. Restait comme une question radicalement posée par leur jouissance. Merci, oui. Je vous remercie vraiment, M. Tobut, d'avoir éclairé cette partie-là par rapport à la théorie freudienne, justement parce que je trouve que c'est éclairant aussi pour la clinique, justement par rapport à la fixation et à ce qui se répète dans la vie des sujets, mais dans ce qu'ils nous disent ou dans ce qu'ils essayent au moins d'essayer de dire à travers les répétitions, justement, et à travers les répétitions dans le transfert. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, qui pour moi était plus obscur de mes précédentes formations, c'est par rapport justement à la fixation, qui est un premier temps du refoulement, mais qui n'est pas, qui est ce que le refoulement, qui est un peu l'objet du refoulement, mais qui ne... C'est aussi quelque part l'échec. Est-ce qu'on pourrait dire, c'est ça ma question, est-ce qu'on pourrait dire, c'est l'objet du refoulement, cette fixation, mais en même temps, c'est aussi ce qui fait en quelque sorte l'échec du refoulement, puisque ça se répète et c'est ce qui revient à travers la jouissance. Enfin, c'est exactement ce que dit Freud. Oui. Dans le texte du Schreber sur le refoulement, le petit passage de la partie théorique, il dit que la fixation, c'est le temps 1 du refoulement, mais aussi bien est-ce le temps 3, c'est-à-dire le retour du refoulé. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Oui. Et là, on est vraiment dans la clinique de ce avec quoi les gens viennent quand même, et de l'urgence peut-être. Lacan disait la même chose. Hein. Lacan, avec son style de paradoxe habituel, lançait dans la première décennie de son séminaire que le refoulé, c'est le retour du refoulé. C'est ça. Voilà. Le refoulement, on ne le connaît que du fait du retour du refoulé. Oui, c'est ce que dit Freud. La fixation, c'est le temps 1. C'est, vous disiez l'objet, enfin, c'est-à-dire ce qu'il s'agit de refouler. Aussi bien, c'est ce qui, dans le symptôme, fait retour, puisque le temps 3 du refoulement, suivant le même texte du Schreber, c'est le retour du refoulé. C'est le symptôme. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il y a du refoulement. Oui. Et c'est ce que Lacan dit de façon un peu provocatrice et très, très stimulante. Le refoulement, c'est le retour du refoulé. Au fond, la vérité du refoulement,
c'est ce qui va réapparaître dans le symptôme comme ayant été refoulé, genre d'après-coup du refoulement. Oui. Et c'est le symptôme. Mais le symptôme nous livre, sous des formes évidemment déformées, comme toute formation de l'inconscient, la réalité, le réel du sexe, la réalité de la fixation. Oui. C'est ça que l'inconscient avait à refouler, Oui. puisque c'est intenable pour différentes raisons. Je pense que Coralie parle, mais que son micro est éteint. Ah oui, Coralie, ton micro. Je pense que Brigitte Bovanet avait une question. J'ai vu une main qui se levait. Oui, c'est vrai, Coralie. Mais la question, finalement, elle n'a plus sa place à ce moment-là. Elle est comme incongrue. Ça arrive comme ça. Donc, quand même. En fait, oui, ben, Monsieur Teboul, c'est parce que à un certain moment, vous avez parlé de l'émergence de la vie se dégage sur fond de détresse primaire quand l'autre risque de faire défaut. Et c'est ce risque qui m'intéresse. C'est-à-dire que le risque, comment il est évalué en fait? À évaluer, c'est pas le mot. Enfin, même pas l'évaluer n'est pas du tout le mot en fait. Oui, en fait, d'où il est. Dans la détresse, on n'évalue pas. Voilà, c'est-à-dire c'est d'où il est. La détresse s'installe lorsque l'être qui devrait vous permettre de survivre n'y est pas. Oui, mais il y a quelque chose qui est un peu comme ça en ce moment dans le monde où nous vivons. C'est cette détresse-là qu'on... C'est bien pourquoi je me suis permis d'insister sur le fait à la fin que Freud, dans son texte sur la guerre et la mort, oui, dit une vie sans risque n'a aucun intérêt. Oui. Vous voyez, on a d'une part un Freud nous décrivant avec une extrême sensibilité, au fond, cette situation du nourrisson de détresse primaire, et nous montrant que pour cela, il faut de l'autre consistant. Et à l'autre bout, un Freud nous disant, nous adultes, non plus nourrissons, devant les chocs du réel socio-historique, il faut que nous sachions garder le goût du risque. Oui, c'est-à-dire que nous nous sommes constitués avec un autre consistant, l'autre du langage, de la loi du langage, comme on disait ce matin. Et nous avons pour cela constitué notre névrose et nous avons traversé bien des choses. Lorsque le réel pandémique, guerrier ou génocidaire fait surface, est-ce que nous devons nous effondrer? Vraisemblablement non. Oui, c'est la figure du docteur Rieux que nous propose Camus dans La Peste. Oui, enfin, c'est un immense figure consistante qui fait que devant le réel, on s'arme au lieu de se désarmer. Hein. Voilà, ou du moins, on ne sombre pas dans les différents modèles d'effondrement qui, très winnicottiennement, nous sont proposés. Oui. Merci. Merci à vous. Je me posais une question, si vous me permettez. Donc, on reprend le terme urgence de la vie. Est-ce que l'excitation maniaque, qui peut aller très loin, est-il une manifestation aussi dérégulée? Pourrait-elle être une manifestation dérégulée de la vie? L'excitation maniaque, d'abord, la manie n'est pas seulement l'envers de la dépression. Bien sûr, oui. Contre les idées actuelles sur la... Oui, la bipolarité, etc. Oui. La manie, elle se retrouve dans bien des formations cliniques. Vous avez des paranoïaques en état de manie, et de la manie dans des moments d'hystérie. Donc, il est bien évident que la notion de manie est une notion assez vaste où, en général, on repère la tentative d'une adresse à l'autre, en quelque sorte, hors sens, hors but, définalisé, et à quel autre? À quel autre on s'adresse et de quel autre, sur quel autre la manie
l'excès maniaque veut-il prendre le pas? Voilà plutôt comment je poserai la question. Je pense que l'accès maniaque est extrêmement mortifère. Loin d'être une manifestation vitale ou vivante, je la conçois plutôt comme quelque chose d'extrêmement dangereux. Au moins aussi dangereux que les passages à l'acte du mélancolique. Je crois que le véritable engagement dans la manie, dont certains tableaux cliniques nous donnent la représentation, sont extrêmement dangereux, extrêmement radicaux, plus du côté de la mort du sujet que de sa vie. Merci. Oui. Moi, j'avais... Je peux parler? Oui. Merci beaucoup pour votre exposé. Moi, j'avais... Bon, d'abord, juste une petite chose, c'est à un moment, là, vous avez... vous avez repris un peu des mathèmes et vous disiez, je soumets ça à la question, et là, j'ai pas bien... Enfin, moi, il m'a manqué quelque chose, donc je ne sais pas si vous pouviez éventuellement reprendre quand vous parliez... Vous parliez dans le cours de l'analyse qu'il y avait un double mouvement dans la cure. D'une part, le réel auquel les défenses faisaient écran qui tente à faire surface, et donc là, dans l'état d'urgence éventuelle et d'une place que l'analyste a à tenir de soutenir le désir. Est-ce que c'est votre expérience dans votre clinique? Moi, je ne reçois pas comme analyste. Ah, pardon. Je suis encore interne en psychiatrie. Oui. Mais, et alors là, vous dites simultanément la chute des défenses se déconstitue le statut de l'autre et vous aviez apporté des mathèmes. Et donc ça, j'avais pas, je ne sais pas si vous pourriez... Je disais simplement que, d'une part, j'avais commencé par dire que... je vais essayer de vous retrouver ça, mais comme je n'ai pas tout écrit, loin de là, je disais que en face de A barré, ce que nous écrivons grand A barré, c'est-à-dire ça peut être la castration de l'autre, ça peut être, suivant les moments d'une cure, hein, l'inexistence de l'autre ou son inconsistance, diverses possibilités de ce que l'autre ne soit plus l'autre de l'idéal du moi, extrêmement solide et consistant. Lorsque donc ce abarré se signale, la ressource du sujet, c'est le petit a. C'est l'objet qui vient en quelque sorte répondre de l'inconsistance de l'autre pour une subjectivation de type désirante. Premier point que j'avais fait la remarque. Et du reste, lorsque le sujet sort d'une situation, parvient à sortir, à se construire grâce à l'autre du langage, donc à un autre consistant, eh bien, c'est vers son désir qu'il va. Comme nous le disions, le discours du maître l'écrit, parce qu'il y a la constitution du symbolique et l'aliénation du sujet, alors se produit la chute ou la position du petit a. C'est pour ça que le discours du maître, vous vous en souvenez, écrit le petit a en bas à droite de son schéma. Dans la cure, il y a un mouvement de déconstitution de la solidité de l'autre, et tout particulièrement de cet autre incarné par le sujet supposé savoir.
À ce moment-là, j'avais proposé d'écrire ça, grand A barré sur grand A, flèche petit a. C'est-à-dire que... Ah oui, ok. Vous voyez ce que je veux dire? C'était une proposition de formalisation d'une perspective complexe sur le grand autre, qui n'était pas le centre de notre discussion, mais qui ouvre sur le fait de l'inconsistance de l'autre dans la civilisation contemporaine, source d'un nombre infini d'errances et de positions objectives difficiles. D'accord. J'aurais une question à ce propos-là, de l'inconsistance de l'autre dans la situation contemporaine, parce qu'on assiste aussi à une... Paradoxalement, on assiste à des repliements sur des groupes. Oui. Et là, au contraire, c'est très actif, il n'y a pas de non-consistance. Au contraire, c'est très consistant dans les groupes. Tout à fait, c'est pour répondre à une inconsistance qu'on se crée des groupes totalitaires. Oui, oui. Là, il y a vraiment une référence consistante qui est le Führer, comme dit le texte de ma saine psychologie de 1921, ou bien tous les gourous, toutes les manifestations groupales, et on en a un nombre considérable. Politique. Et les manifestations politiques. Groupales, politiques, religieuses, sectaires, etc. C'est le fameux retour du religieux annoncé. Du fait même que, alors c'est là que nous sommes en position complexe, puisque pour nous, l'inconsistance de l'autre, c'est la vérité. C'est ce qu'il en est de l'autre. Sauf que du point de vue civilisationnel, ça crée des séismes. Ce constat. Et de fait, l'histoire du XXe siècle n'y est pas pour rien. Et commence avec cette effarante, je crois que c'est Coralie qui disait que c'était une boucherie ce matin, la guerre de 14. Mais oui, une boucherie insensée qui fait que les villages de France, et je ne sais pas pour la Belgique, sont centrés sur le monument aux morts. Le monument le plus important des villages de France depuis un siècle, c'est le monument aux morts. On y ajoute les morts des autres guerres, mais c'est fondé sur la guerre de 14. La boucherie majeure et la chute des valeurs d'un monde qui se voulait rationnel, correct, des Lumières, positiviste, etc. Et où les voisins des grands peuples soi-disant civilisés n'ont eu de cesse que de se détruire mutuellement sur le mode des tranchées, des gaz et des choses abominables qui ont mis des millions d'êtres humains dans une situation folle pendant 4 ans. C'est la chute vraiment de l'idéal du 19e siècle, de l'idéal post-révolution française. Et là, on a depuis très, très, très nombreux effets. On ne peut pas ne pas citer le génocide de la Seconde Guerre mondiale comme venant persister et signer l'abomination dont la civilisation moderne est soi-disant capable, et où la soi-disant civilisation moderne est capable, et en quelque sorte la porter au paroxysme. Il y a une citation que je rappelle souvent, parce qu'elle est illisible en français, entre autres. C'est toujours dans le texte des considérations actuelles sur la guerre et la mort. Dans la première partie, Freud dit, lorsqu'on se penche sur ce qu'a été l'histoire, eh bien, l'histoire est une longue suite de génocides. Le mot allemand, c'est Massenmord. Et malheureusement, l'équipe Laplanche a traduit ça, une longue suite de meurtres de peuples les uns par rapport aux autres. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est quasiment le concept de génocide. Il dit qu'au fond, c'est une longue suite de génocides d'histoire humaine. On est en 1915.
c'est déjà contre l'onde de choc d'un an de guerre de 14 qui résonne dans la sensibilité de Freud. Étonnant, hein? On est 35 ans avant le début des camps de concentration. De même que dans Ma saine psychologie, texte de 1921, il fait la théorie du Führer, dans le chapitre 7 sur l'identification. Ça, on n'est pas en 1933, date de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. On est en 1921. Et là, des intuitions de ce type qui sont fracassantes. J'essaie de... Monsieur voulait... Oui. Oui, si je peux poser une question. Vous avez fait une promesse, en tout cas j'ai compris. Vous avez dit le secours de l'autre risque de ne pas advenir et que vous alliez expliquer le mot risque. J'ai un peu réfléchi, je dois dire, je suis novice à page 0 des livres, donc mes questions un peu simplistes, mais le risque c'est frayeur, panique, ou bien le risque c'est plutôt un jeu entre la dépendance et l'indépendance, parce que quand on reçoit un secours, effectivement, on a les parents qui donnent de l'argent, pour prendre un exemple un peu grossier. Et aussi, est-ce qu'il y a une dimension temporelle? Le secours, quand? Et mon dernier point, c'est est-ce qu'il y a un parallèle avec la situation actuelle de la pandémie? Est-ce qu'on attend, nous, collectivement, un secours ou bien ça n'a rien à voir? Oh, ça a tout à voir, c'est une question subtile que vous posez. Le risque que l'autre ne réponde pas à mes besoins essentiels, temporellement, comme vous le dites, c'est la situation du nourrisson. Et là, il s'agit de survie. Alors, est-ce que ensuite, lorsque le temps a fait son affaire et que l'on est devenu adulte, on a traversé une névrose et qu'on s'est constitué un tout petit peu comme ayant une vie, est-ce que l'on est en mesure de faire face au risque autrement que comme un nourrisson dépendant de sa maman? Question majeure qui se pose à chaque adulte et qui réinterroge la prise dans la dépendance affective propre à la névrose. Mais il est évident que la question de la pandémie peut effectivement être traitée comme vous le dites, c'est-à-dire attendre d'un autre tout-puissant la solution, le vaccin, que sais-je, ou bien prendre des risques mesurés pour continuer à vivre. Mesurés, c'est-à-dire prudents, etc., de façon à ce que, par exemple, un modeste analyste comme nous puisse encore recevoir ses patients en mettant un masque, des draps de consultation, etc., respectant des mesures, mais ne fermant pas son cabinet et disant « Ah ben la psychanalyse n'est plus possible parce qu'il faut prendre des précautions ». Voilà des façons de répondre au risque. Sachant que même dans les périodes où il n'y a pas de catastrophe, eh ben, y a un certain goût du risque possible. Freud cite les alpinistes, par exemple. Il dit les alpinistes, c'est bizarre, les gens qui s'accrochent à une montagne. Et pourtant, ça fait partie du sel de la vie de prendre ce genre de risque pour ces messieurs ou ces dames. Il en est ainsi un petit peu de l'ensemble des comportements qui sortent de cette dépendance à l'autre secourable dont il faut apprendre à se passer. Dire quelque chose. C'est tout à fait adéquate. Quelqu'un voulait parler? Perrine? Non. Zéra?
Oui, moi, en fait, je ne sais pas si je suis à côté de la plaque, mais depuis tout à l'heure, je pense à quelque chose depuis que vous avez parlé du peu d'intérêt d'un monde sans risque. Je pensais à, je ne sais pas où Lacan il en parle, mais il parle des riches. Et il dit que que les riches, en fait, c'est un peu compliqué de faire l'analyse des riches. Ils n'ont pas de demande vraiment analytique ou quelque chose à déposer dans l'analyse Donc, je ne sais pas hein, s'il y aurait un lien ou pas, mais c'est à ça que ça m'a fait penser aussi que quand il n'y a pas de risque, il y a peut-être aussi quelque chose d'un peu bouché, ou enfin, je ne sais pas, que le risque, Coralie tout à l'heure, elle parlait du réveil, mais ça nous garde peut-être aussi un peu, sans prendre énormément de risques, mais qu'on se leurre pas non plus dans un cocon. Je sais pas, voilà. Oui, bien sûr. Je pensais, ça m'a fait penser aux riches, mais bon. Un monde sans risque, en fait, c'est un peu un monde sans manque. C'était un peu ça, peut-être, que j'ai posé comme question. Est-ce qu'il n'y a pas, dans cette propension à quelque part à jouer avec l'angoisse, parce que c'est pas aussi un peu la fonction, entre guillemets, des films d'horreur qu'on regarde avec délectation, etc., à une sorte de jouer, de se donner un sentiment de la vie et de se donner même un ersatz de désir? Si on prend la discussion de ce matin et l'exposé qui nous a été fait sur l'angoisse, si on joue avec son angoisse, comme vous disiez, vous pensiez aux alpinistes, je suppose. Oh, je pense aux alpinismes, je pense aux films d'horreur, je pense qui sont des risques mesurés, hein, qui sont encore dans un certain cadre. Si on pense à l'exposé de ce matin de Perrine Panis, on a une réponse. En jouant avec l'angoisse, on titille l'objet de Tita. C'est ça. Donc, bon. On sort un peu, si possible, de la prise sur nous du désir de l'autre et on essaye d'attraper un petit bout de notre objet Tita. Alors, pour certains, l'objet Tita, c'est le sommet de l'Everest. Et pour d'autres, c'est Nosferatu le vampire. Et ça, chacun ses goûts. Je peux poser une question? Je crois que Naïs, elle avait aussi quelque chose à dire. Oui. Vas-y, Naïs. Non, mais c'est... parce que je me disais ce concept de répétition que je trouve qui est très, très compliqué. Et en même temps, j'ai l'impression que finalement, dans votre exposé, vous en avez quand même beaucoup parlé à travers... oui. Quand même finalement cette question de la fixation, à travers, vous disiez quand même aussi, tout au long de la cure. Et puis quand vous terminiez en disant la répétition au-delà du principe de plaisir, on doit le prendre comme jouissance, hein, et ce qui finalement permet là, il y a Freud et Lacan avec, dans le séminaire 11, se démarque complètement de Heidegger. C'est-à-dire, je me disais, est-ce que... Enfin, je ne sais pas pourquoi, moi, ça m'a fait penser à quand Lacan, dans L'étourdi, dit qu'une cure amenée à conduire à trouver ce qu'il faut de jouissance dans le parler pour que l'histoire continue. Parce que je me disais, au fond, c'est-à-dire qu'il y a la répétition... Enfin, il y a différents abords de la répétition, parce qu'il y a la répétition, vous dites, qui va se saisir un peu du théâtre de la cure, mais aussi la cure elle-même conduit quelque part à la répétition, et que quand même, dans une fin d'analyse, enfin, elle est nécessaire, la répétition. Enfin, non nécessaire, mais elle est productive. C'est ça, mais
et la jouissance en jeu dans la répétition, c'est quand même la jouissance phallique, au fond. Enfin, pas seulement, non, pour l'essentiel, mais comme toujours, parce qu'on connaît, et ça peut être la jouissance du sens. On peut la jouissance avec un tiret entre les deux. Ça peut être donner indéfiniment du sens à quelque chose. Et à un moment, on rencontre non plus tant la répétition du sens, par exemple, ou certaines formes de jouissance phallique, mais le signifiant. Et c'est là que la répétition dans la cure des mêmes symptômes, des mêmes histoires, etc., peut trouver un moment de vérité ou d'interprétation, lorsque c'est le signifiant qui, lui, est hors sens, que la répétition produit. Alors soyons concrets. Lorsque l'association libre, au lieu de raconter telle ou telle histoire oedipienne, tel ou tel malheur régulier, telle ou telle situation d'échec, telle ou telle situation de rivalité, en parlant de telle ou telle personne présente dans la vie de l'analysant ou de l'analysante, on vient à faire un lapsus. Là, la répétition à laquelle on s'est plié des mêmes histoires, des mêmes difficultés sous 36 situations différentes, en laissant libre cours à la parole de l'analysant, alors à ce moment-là, la répétition est devenue productive, non plus seulement structurant le procès de la cure au long des séances, mais rencontrant un signifiant qui se donne par exemple dans un lapsus, ou qui se donne dans un mot oublié, un nom qui ne revient pas. Et là, la productivité de la répétition est particulièrement nette, puisqu'elle fait advenir non pas du sens, mais du non-sens signifiant. Et là, on est dans l'interprétation à l'état pur. Là, pour le coup, l'analysant ou l'analysante interprète, c'est-à-dire laisse son inconscient nous surprendre par la survenue d'un signifiant qui n'a pas grand-chose à voir ou qui a tout à voir, n'importe, avec les différentes formes symptomatiques que la répétition a égrenées tout au long de la cure. C'est un moment du séminaire 11, pour le citer de nouveau. Je pense que c'est dans la 19e leçon, l'avant-dernière. J'en suis même sûr, à seconde vue. Lacan dit que c'est le noyau, il emploie le terme qu'il aime beaucoup, qu'il a tiré de l'interprétation du rêve, le kern. Le noyau de notre être, dit l'interprétation du rêve. Et là, il dit que c'est le noyau même de toute interprétation. Lorsque on n'est pas dans quelque chose sans signification, ce n'est pas le problème. On est dans quelque chose qui défie les jeux répétitifs sur le sens que l'on donne à son histoire tout au long d'une cure, cette historisation, eh bien, à un moment, rencontre la surprise d'un signifiant qui vient en quelque sorte faire effraction, faire effet, faire étincelle. Et là, on est dans l'interprétation en tant que telle. Relisez cette avant-dernière leçon du séminaire 11 que je crois que vous avez lu l'année dernière. Et vous y verrez cette page. Je peux vous trouver la page si vous voulez. J'ai séminaire 11 juste à côté. Comment? Mais vous la connaissez, c'est le fameux schéma en forme de mandorle, là, vous savez, ce truc-là. Là. Eh oui. Oui. À la page 226. Ce n'est pas parce que j'ai dit que l'effet de l'interprétation est d'isoler dans le sujet un cœur, un kern, pour s'exprimer comme Freud, de non-sens, que l'interprétation est elle-même un non-sens. Et en bas, cette formule, et à mon avis, une des formules les plus remarquables que Lacan ait produite sur ce qu'est une interprétation analytique, c'est en bas de la page. Ce qui est essentiel, c'est qu'il voit, c'est-à-dire le sujet,
au-delà de cette signification, à quel signifiant non-sens, irréductible, traumatique, il est comme sujet assujetti. Et là, on a, Madame Bastide, on a vraiment l'effet productif de la répétition. On a laissé les choses se répéter, puis un jour, étincelle. C'est un peu le sel de notre art, ça. Oui, c'est très intéressant. Oui. Je vais poser ma question, c'est sur le masochisme. On a parlé tout à l'heure du masochisme primaire et j'aimerais revenir dessus parce que j'entends bien qu'il y a une différence entre le masochisme dialectisé, quand le sujet il cherche à assurer que le grand autre, eh bien, il fait la loi. C'est ce que Lacan dit dans le séminaire Angoisse, vers les pages 125. Là. Donc ce masochisme-là, dialectisé, et puis je vois bien qu'il y a une différence avec le masochisme primaire dont vous avez parlé, mais j'arrive d'un sadisme radical contre soi-même. C'est quelque chose que je ne comprends pas bien et j'aimerais vous demander si vous auriez quelques exemples ou quelques moyens de nous dire un peu quelle forme clinique différentielle ça peut avoir, ce masochisme primaire. Parce que je le perçois pas bien. Que vous me posez là, Lucille, à l'issue d'une journée de travail. C'est une très très grande question que vous posez. Qu'est-ce que le masochisme érogène? D'abord, il faut entendre que cette notion du masochisme érogène, et ensuite pour vous donner des exemples cliniques, on en a pour la journée encore, hein, mais admettons. D'abord, le masochisme dit primaire vient pour rompre le débat sur les destins pulsionnels comme forcément avançant par paires. Sadisme, masochisme, exhibitionnisme, voyeurisme. Lorsque vous lisez le texte capital sur cette question, destin, pulsion, destin de pulsion, vous avez des moments clés, mais je vous laisse le relire, parce que là, je ne peux pas vous refaire un exposé maintenant là-dessus, où Freud dit que, par exemple, dans le voyeurisme, exhibitionnisme, on a l'aspect pendulaire du voyeur et de l'exhibitionniste, d'accord? On a aussi un moment où, au fond, ce n'est pas d'être vu qu'il s'agit, mais de se voir. Et il développe ça en disant, peut-être que là, on touche une dimension narcissique fondamentale du pulsionnel. Et il ajoute que se voir, c'est d'abord se regarder dans son propre membre sexuel. Regarder ses parties génitales. C'est très, très étonnant. Et c'est ce qu'il appelle une Grundsituation, une situation fondamentale. Il y aurait en quelque sorte pour lui, en deçà des oppositions pendulaires des destins pulsionnels, des situations de fond de l'ordre du narcissisme qui se tiendraient en quelque sorte comme en deçà. Alors, donc, il en trouve l'exemple d'abord dans la question scopique donc, du voir et du être vu. Et puis, il ajoute une note en 1924 dans la page qui précède ce point sur l'exhibitionnisme et le voyeurisme, et qui est la page sur sadisme et masochisme. Donc, en 1915, présenté comme pendulaire et lié. Et il dit, en fait, j'ai découvert, donc c'est une note de 24 qui date du texte sur le masochisme primaire, j'ai découvert qu'il y avait un masochisme de fond.
antécédant la dualité sadisme-masochisme pervers. Pervers ou fantasmatique, qui revient au même. C'est la même idée que celle de la situation fondamentale. C'est une autre situation fondamentale. Si je vous rappelle cela, c'est pour vous amener à la réflexion, qu'est-ce qu'il en est du narcissisme dont il a montré qu'il était en deçà des destins pulsionnels dans le cas de l'exhibitionniste et du voyeur. Qu'en est-il du narcissisme pour ce qui est du masochisme primaire? Je crois que si vous voulez saisir la profondeur et la radicalité de la théorie freudienne de 24 sur le masochisme primaire, c'est en interrogeant ce qu'il en est du rapport du sujet à lui-même qu'on appelle le narcissisme, dans ses profondeurs obscures, qu'est-ce qu'il y a dans le narcissisme, dans le rapport à soi, et qui fait qu'il y aurait une jouissance autodestructrice. Voilà comment on pourrait reformuler, au fond, la problématique. Alors, maintenant, pour les illustrations cliniques de ce que seraient les avatars névrotiques et symptomatiques d'une jouissance autodestructrice, où le narcissisme trouverait une obscure satisfaction, là, vous en trouverez des exemples dans votre clinique sans que moi, j'égrène la mienne pour l'instant. Oui. C'est comme ça, si vous voulez, qu'on peut essayer de problématiser votre question pour ouvrir un champ de réponse. Ouais. Mais ce texte de Pulsion au destin des pulsions est un texte à lire et à relire indéfiniment parce qu'il est tellement source d'interrogation, puisqu'il se termine, je vous le rappelle, sur l'amour et la haine. C'est le grand texte de Freud sur l'amour et la haine. Il y a 4 ou 5 parties différentes qui ne sont pas intitulées, donc on ne s'en aperçoit pas au début. Il commence par rappeler pendant 4 ou 5 pages toute sa théorie de l'essai sur une psychologie dont j'ai parlé au début aujourd'hui. Puis il passe et il termine sur amour et haine à travers les choses dont je viens de vous parler. Et c'est un texte d'une complexité, d'une richesse fabuleuse. Moi, j'avoue que c'est un de mes textes de référence chez Freud, tout particulièrement ces dernières années, où j'estime, comme vous l'avez sûrement senti dans le travail d'aujourd'hui, et comme vous l'avez déjà peut-être remarqué, de revaloriser absolument la dimension pulsionnelle dans la pensée de Lacan, et tout particulièrement dans son dernier enseignement. La question de la pulsion me semble totalement riche d'enseignements dans le dernier Lacan, et se distinguer assez nettement de ce qu'il a dit dans le séminaire 11. Donc là, on a vraiment la question de la pulsion. Je n'ai parlé pratiquement que de ça aujourd'hui. Ça me semble essentiel comme ouverture du dernier Lacan, la pulsion. C'est un peu les choses qui nous restent à travailler, me semble-t-il. De ce que vous avez développé, je continue juste un petit peu, André, de ce que vous avez développé, j'ai l'impression que le masochisme, je termine après rapidement, j'ai l'impression que la jouissance autodestructive du masochisme primaire se met directement en regard avec la jouissance symptomatique, celle du passage à une rupture, je ne sais plus comment Lacan le dit dans le séminaire L'Angoisse, mais à un moment où il y a une limite, et tac, la limite est dépassée, et il y a une jouissance symptomatique chez le masochisme tel que Lacan l'explique dans L'Angoisse. On peut même dire, chère Lucille, qu'il y a une jouissance masochiste du symptôme. Oui, c'est la freudienne. Freud dit souvent, et Lacan le reprend, que le symptôme est un mode de jouissance masochiste. D'accord, oui. Merci beaucoup. Voilà, j'ai terminé. À quelle heure on termine? Je ne sais pas, Coralie, je ne sais pas si... Mais je pense qu'André de Palma avait une question et peut-être je voulais faire aussi le tour des personnes qui sont là pour savoir si l'un ou l'autre a des... Oui, mais ça ne répond pas à ma question à moi, ça.
À 4h30. Ah, d'accord. André, vous pouvez poser votre question et ranimer votre micro, s'il vous plaît. Là, on m'entend? Oui, on t'entend. Parfait. Désolé, c'est une question, je ne sais pas si c'est une question, un commentaire, un petit peu relié au début de l'exposé. Alors, je vais être très approximatif, mais en fait, bon, le corps, c'est une boîte, il y a de l'énergie qui arrive, et en fait, il faut organiser cette énergie. Donc, c'est la relation entre le monde physique et la psyché, ou l'âme, appelez-le comme vous voulez. Et je me demandais quelles étaient deux remarques. La première, c'est est-ce qu'il y a une relation avec les travaux de Fechner, qui est la personne qui a créé la psychophysique, Weber Fechner, à savoir, c'est la même relation entre traits mécaniques, mais entre le stimulus qui est effectivement du monde physique et la réponse qui est humaine. Et alors, je me demandais aussi si, ce n'est pas une colle, hein, mais c'est vraiment une interrogation, je pourrais regarder moi-même, ça va être dur. Cette idée de structurer un système avec des flux d'énergie, la réponse qu'a apportée Freud, que je ne connais pas, mais je la découvre grâce à vous, ça ressemble un petit peu au deuxième principe de la thermodynamique vu de loin. Les deux savoir... Pardon? Les deux premiers principes. Le premier principe, oui, effectivement, mais le second qui est, si on a un système ouvert, quel que soit le système, la Terre, il y a des flux qui arrivent et qui partent, mais en fait, la seule manière d'organiser ces flux, c'est structuré. Et si vous prenez un liquide et vous mettez un gradient de température, une différence de température, au début, il y a des petites molécules qui vont, et puis après, le système ne tient plus. Et donc, il s'organise en structure hexagonale, qui est une structure extrêmement régulière, qui est la seule manière, effectivement, de pouvoir résister, le mot est mauvais, à cette tension. Donc, bon, c'était une remarque comme ça, pas très fufute, mais voilà, je voulais la communiquer. Alors, vous me posez des questions là sur un Freud qui n'est pas le Freud analyste, mais qui a été très marqué par cette formation-là, qui est le Freud neurologue, le Freud de 1895, sur lequel j'ai fait mon début. Effectivement, d'abord, quant à Fechner, oui, c'est une de ses sources de réflexion, il le cite régulièrement, entre autres à propos de sa fameuse autre scène, qui est une idée de Fechner. Et Fechner et la psychophysique sont des théoriciens de la physique thermodynamique du 19e siècle, la version du 19e siècle de la thermodynamique, pas la version actuelle. Mais bon, effectivement, les deux premiers principes de la thermodynamique sont l'évacuation de l'énergie et la tendance à l'entropie. C'est-à-dire que si on ne se structure pas, on va vers le désordre. Tout le problème de l'essai d'une psychologie de Freud, c'est ça. L'essai d'une psychologie de Freud, c'est on applique le premier principe de la thermodynamique, c'est-à-dire qu'on dit que l'énergie nous déborde et qu'il faut l'évacuer. C'est ce qu'on appellera inertie. On utilisera le terme d'inertie pour arriver à un système d'inertie. C'est le fameux principe de plaisir, vous savez, où les choses ne bougent plus. On est content parce qu'on n'est plus stimulé. Stimulus et réponse de façon à calmer le jeu. Mais le deuxième principe, le principe de l'entropie, c'est-à-dire que si un système se laisse envahir par l'énergie, alors il va vers le désordre, auquel il faut répondre par des structures d'ordre, comme vous avez décrites. Eh bien, le système psy, celui que j'ai décrit comme réponse aux grands besoins, pour Freud, c'est une structure d'ordre. C'est quelque chose qui est négantropique, qui retient de l'énergie au lieu de la laisser évacuer pour structurer quelque chose de l'ordre de la vie, du soutien de la vie en répondant aux grands besoins. Voilà comment il a conçu son truc au départ. Freud est d'abord un disciple des grands physiciens qui ont appliqué la physique de la thermodynamique à la physiologie au XIXe siècle et donc à la psychologie.
Donc c'est ça l'objectif de l'essai de 95. Au fond, c'est un au revoir. C'est un au revoir à sa formation, à près de 40 ans de formation physicienne. Et il utilisera beaucoup de ces éléments pour penser les choses ensuite, mais toujours de façon sous-jacente, comme ce fameux facteur quantitatif dont nous pourrons reparler à l'occasion, et qui est pour lui très important. Il en parle toute son œuvre, à la fin de son œuvre, dans sa dernière œuvre clinique, son testament, Analyse finie, infinie. Il dit attention, attention, vous parlez de tout un tas de choses, du moi, et c'était la mode de parler du moi, mais n'oubliez pas le facteur quantitatif, n'oubliez pas le pulsionnel. Il dit ça à ses copains, puisque ce texte était pour un congrès qui avait lieu à Prague en 1936. Il dit ça à ses élèves, il dit attention, n'oubliez pas le quantitatif, ne vous centrez pas sur le moi et ses défenses. Le quantitatif, au fond, c'est l'idée de départ. Et elle lui sert toujours pour ramener les gens un peu à l'essentiel quand il a l'impression qu'ils se perdent dans le moi ou dans les signifiants. Merci beaucoup, c'était très clair. Parfaitement exact. C'est du Freud, première manière, mais ça le suivra plus ou moins longtemps, cette idéologie physique. Merci. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions ou des interventions? Non, non, non. Non? On a quand même pu le faire par Zoom. Eh oui. Je pense que Laurent-Marie voudrait dire quelque chose. Alors, c'est juste une petite remarque tout à fait qui m'a interpellé lorsqu'on a parlé de l'exhibitionnisme. En fait, vous disiez justement que un voyeur n'a pas seulement du plaisir, enfin, une personne exhibitionniste n'a pas seulement du plaisir d'être vue, mais de se voir soi-même, et que ça provoquait une excitation, et de voir son propre sexe et de se voir soi-même. Et non, ça me fait... C'est ça ou pas? C'est parce que... Non, je n'ai pas dit que la personne exhibitionniste avait aussi un plaisir à... Ah, pardon, dites-moi. J'ai essayé de restituer ce que Freud disait, mais je ne veux pas vous interrompre parce que vous voulez arriver quelque part et nous reviendrons là. Mais si j'ai mal compris, c'est pour ça. Mais bon, parce que je trouvais intéressant justement, en me disant en même temps, enfin l'excitation de se voir et d'être vu par les autres. Et je trouvais que c'était justement, vous parliez du narcissisme. Oui, c'est aussi quelque chose qu'on voit sans arriver à la sexualité. Je trouve que c'est quelque chose qu'on voit aussi dans le quotidien. Je vais vous donner un exemple que j'ai observé dans le professionnel, mais qui est toujours exhibitionnisme et narcissisme. Quand les gens vont dans des restaurants branchés, ils veulent la meilleure table pour se montrer, pour aussi dîner. Et ils sont excités aussi à la vue des gens qui vont les observer là où ils sont placés. Et je vais vous dire encore pire, un exemple dans un événement dans le domaine où je travaillais, où une personne m'a dit combien dois-je payer pour avoir le meilleur endroit pour qu'on puisse me voir, parce que ça l'excitait. Donc ce narcissisme me fait penser que dans le quotidien ou dans la sexualité, beaucoup de choses sont liées. Et en fait, il imagine comment les gens vont le voir, ça l'excite et il met 100 000 € de plus, que je parle de 100 000 €. Donc c'est une vraie excitation. Et j'ai fait le lien avec ça, donc ça m'a beaucoup interpellé. Mais apparemment, je n'ai peut-être pas compris ce que vous avez dit. Non, 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 vous avez fort bien compris. Vos exemples sont très intéressants. Mais il y aurait deux choses à dire. La première, pour restituer le cours du texte de Freud, Freud dit qu'au fond, il y a une liaison intime entre les différentes oppositions dans les destins pulsionnels. Il dit qu'il y a une liaison intime entre sadisme et masochisme, et entre voyeurisme et exhibitionnisme. Et il ajoute en plus chaque fois, par exemple pour sadisme et masochisme, il ajoute la dimension de ce qu'on appelle le réfléchi.
en grammaire. Non seulement torturer ou être torturé, mais se torturer. Donc de même pour l'exhibitionnisme et le voyeurisme, il y a non seulement voir, position voyeuriste, ou être vu, position exhibitionniste, mais il y a aussi se voir soi-même. Alors on pourrait ajouter, comme vous venez de le dire, se voir étant vu, par exemple. Se voir être vu par les autres. Et c'est du reste une idée qui a intéressé Lacan. Il a ajouté, a transformé la trilogie freudienne en insistant sur le se faire voir, qui correspondrait assez bien à votre intuition phénoménologique sur vos clients, vos, je ne sais pas, vos partenaires. Oui, bien sûr. Et pourquoi autodestruction? Alors, quel est l'intérêt de fond de votre intervention ou du se faire voir de Lacan? C'est ce que Lacan parle d'un terme bizarre dans le séminaire 11, l'autrification de la pulsion. C'est-à-dire l'introduction de l'autre dans le schéma grammatical. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça ouvre à toute une théorie de la perversion. Et il y a une théorie de la perversion qui, entre autres, se formule au passage dans le séminaire L'Angoisse et dans les séminaires de cette période, et qui consiste à dire le sadique, je prends l'exemple du sadique, ou on pourrait en prendre un autre, le sadique qui maltraite son ou sa partenaire, ou le masochiste qui est maltraité, qui jouit d'être maltraité, au fond, ce n'est pas, donc contrairement à ce que la première présentation de Freud nous le propose, avec son vis-à-vis qu'il a à faire. Le sadique, ce n'est pas tellement avec la personne qu'il maltraite qu'il a à faire. Le masochiste, ce n'est pas tellement avec la personne qui le ou la maltraite qu'il ou elle a à faire. C'est avec un tiers, un autre. Le sadique torture son partenaire pour faire jouir le grand autre, pour faire plaisir à papa, ou pour faire plaisir à l'oncle sadique qui lui a fait la même chose et auquel il s'adresse. Même si c'est inconscient. Ben, c'est inconscient. De là, nous parlons de l'inconscient. Le masochiste, il est encore plus fort. C'est lui qui mène le jeu. Le ou la masochiste, ce n'est pas tellement pour faire plaisir au sadique qu'il se fait fesser ou je sais pas quoi, arracher des bouts de bidoche. C'est pour faire plaisir au grand autre. Je schématise grossièrement. Hein. Oui. On a 2 minutes, je donne les grandes masses. C'est à l'autre qu'il s'adresse. Alors, formulé dans des termes un peu moins grossiers, c'est, au fond, le pervers se met au service non pas tant de sa propre jouissance que de la jouissance de l'autre. C'est une des théories de la perversion chez Lacan. Et elle est très intéressante. Ce n'est pas la seule, hein. Et ce n'était peut-être pas la dernière. Mais en tout cas, c'est une théorie classique où il tempère un peu le caractère duel du jeu pervers habituel auquel se complaisent les réseaux sociaux. En fait, c'est plus compliqué que ça, la perversion, a l'air de nous dire Lacan. En fait, c'est le grand autre qui est visé dans sa jouissance, dans l'inconscient, etc. Bien sûr. Et ce n'est pas tellement de se faire simplement plaisir en se montrant ou en regardant la voisine par la fenêtre. C'est tout un jeu complexe. Donc c'est à cela que me faisaient penser vos observations tout à fait intéressantes, mais qui prennent plus de relief lorsque l'on dit les choses comme ça. Oui, merci, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Bon, ben, les amis. Merci beaucoup. Moi, je suis un peu fatigué. Alors, j'ai été très passionné par vos questions qui étaient, je trouve, pratiquement toutes très pertinentes.
Je n'y ai répondu que partiellement. Non, vous y avez répondu. Mais on continue. On continuera. Merci beaucoup. Un grand merci, un grand merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt.